Très bien. Et, ma diapo. Je peux mettre en diaporama. Ouais. C'était où déjà? Merci, professeur. Merci beaucoup à nous de venir partager. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous parler des syndromes drépanocytaires majeurs parce que vous êtes vraiment confrontés aux patients drépanocytaires chez nous. On est un grand centre de référence d'adultes. On a à peu près 3500 patients ici et donc beaucoup de blocs opératoires, beaucoup d'appels à vous en salle de réveil pour les cathés et puis toutes les complications post-opératoires et chirurgicales dues en fait aux différents services sur l'hôpital et les compétences. Donc, un petit rappel, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Il faut que les deux gènes des chaînes bêta d'hémoglobine soient atteintes pour que la maladie se développe. D'accord? Donc, c'est une maladie génétique récessive. C'est la première maladie génétique en France, hein, mais on en parle peu. Ça touche donc les chaînes bêta drépanocytaire. Et on a à peu près 500 naissances par an, 30 000 patients suivis en France. La moitié des patients sont en Île-de-France, ceux qui sont sur métropole. Et donc, d'où cette concentration de patients chez nous également. Donc, cette mutation provoque l'hémoglobine, vous savez, est constituée de deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. Et donc, c'est les chaînes bêta qui sont anormaux. Et donc, ils ont la capacité, ils ont un site de polymérisation. Et dans les dès qu'il y a l'oxygène qui manque ou d'autres, ou une déshydratation, c'est cette hémoglobine qui est soluble à l'intérieur du globule rouge, une seule cellule. Donc, il va pouvoir se polymériser, fabriquer des chaînes de cette forme-là, vous voyez, et faire perdre en fait au globule rouge toutes ses capacités rhéologiques et provoquer des micro-vaso-occlusions au niveau des micro-vaisseaux. Et ça peut se passer effectivement dans tous les organes. Alors, qu'est-ce qui provoque cet état de polymérisation? Qu'est-ce qui le provoque? C'est surtout l'hypoxie, la déshydratation, les changements de température importante et puis le stress. En premier lieu, c'est ces deux facteurs-là, c'est-à-dire l'hypoxie et la déshydratation. L'hypoxie, c'est pas l'hypoxie dont on parle chez tout le monde, hein. C'est vraiment des seuils très peu importants de l'hypoxie qui peuvent, par exemple, un ronflement, un apnée de sommeil, ça peut déclencher des crises. Et puis, la déshydratation, c'est pareil. Pourquoi? Parce que les patients drépanocytaires ne peuvent pas concentrer les urines. Ils ont une diurèse de 3-4 litres par jour. Et du coup, dès qu'ils sont moins bien hydratés, vous les mettez à jeun, ça provoque en fait une crise. Donc, vous voyez bien que quand un patient est préparé pour une intervention, on les met à jeun, ils sont stressés. Et donc, et tout ce qui est endormissement, ça va peut-être provoquer une hypoxie aussi. Donc, les patients sont vraiment des bombes qu'on envoie en fait au bloc. Donc, il faut bien les préparer. Et ça, c'est vraiment très important pour que tout se passe bien, l'encadrement en fait de la chirurgie. Donc, un peu sur le plan physiopathe, je vais vous parler des différents anomalies qui ont été constatées, parce que ce n'est pas que cette histoire de polymérisation. Les globules rouges, ils ont un comportement qui n'est pas tout à fait normal. Ils ont une adhérence. Si on vous fait passer vos globules rouges sur les cellules endothéliales, ils ne vont pas coller. Là, ils vont coller. Il y a une adhérence anormale. Il y a des cellules qui sont tellement déshydratées, on les appelle les cellules denses. Et ceux-là, ils sont peu déformables et ils restent comme ça. Il y a un état prothrombotique. Les D-dimères, par exemple, chez les patients drépanocytaires, ils sont souvent élevés en dehors de tout état de thrombose qu'on peut constater. Et puis, il y a une anémie hémolytique chronique, puisque les globules rouges drépanocytaires, ils vivent que 17 jours au lieu de 120 jours. Donc, en permanence, ils sont en train de régénérer et de ce fait, c'est très important de pouvoir le quantifier avec les réticulocytes. Il y a un stress oxydant, donc en fait, il y a une dysfonction endothéliale avec donc une activation du complément et tout ça, ça provoque en fait tout ce qui est l'atteinte aussi de tous les organes.
On a beaucoup d'hémoglobine libre chez certains patients, un état d'hyperémolyse, disons, chronique. Et chez ces patients-là, on constate effectivement plus d'atteinte rénale, plus d'atteinte cardiaque. Tout ce qui est atteinte chronique va souvent avec un statut hyperémolytique. Alors, les différentes manifestations de la drépanocytose, il y a toutes les manifestations aiguës. On voit surtout les crises vaso-occlusives et les syndromes thoraciques aigus via les urgences, mais il y a aussi des priapismes, des AVC. Mais la part cachée en fait de l'iceberg, c'est toutes les atteintes chroniques et ça ressemble beaucoup en fait aux atteintes des patients diabétiques. La néphropathie, c'est quasiment pareil. On a une augmentation de DFG, puis une diminution de DFG, une microalbuminurie, macroalbuminurie, et puis on tente de faire l'insuffisance rénale chronique, la dialyse. Les cardiomyopathies sont assez difficile à détecter parce que les patients ont des insuffisances cardiaques diastoliques. Donc, vous pouvez avoir des écho-cœurs normaux, mais dès que vous les remplissez, ils vont se mettre en insuffisance cardiaque. Thomas Dumière a fait beaucoup de travaux sur l'atteinte cardiaque des patients drépanocytaires, auparavant Thibaut Damy aussi. Et ils ont constaté, là, dernièrement, beaucoup de troubles de rythme cardiaque chez les patients. Les vasculopathies cérébrales, 10% des patients ont des vasculopathies cérébrales. Les atteintes hépatiques sont aussi, c'est un élément nouveau qu'on bilante. Les ostéonécroses, bon, c'est assez parlant, donc on les détecte rapidement par des IRM et puis ils ont souvent des interventions là-dessus. Les ulcères de jambes, vous n'en avez pas au bloc, pas tellement. Les rétinopathies sont très fréquentes aussi. Ça donne des néovaisseaux, des hémorragies intravitréennes ou des décollements de rétine. Et puis les grossesses pathologiques, effectivement, nécessitent un suivi dans les maternités de type 3. Alors, quels sont les différents types de drépanocytose? On a les SS, les SC et les S-bêta-0 et S-bêta+T. D'accord? La majorité des patients sont SS, mais vous avez des hétérozygotes composites qui peuvent être aussi graves que les SS. Les SC et les S-bêta+thalassémiques, les bêta-thalassémies, en fait, c'est juste que ils fabriquent moins de chaînes bêta. Mais ce qu'ils fabriquent, il est normal. Quand on dit S-bêta-0-tal, ça veut dire que ce gène, il est muet. Donc, en fait, il fabrique que du S. Quand on parle de S-bêta+tal, il y a 400 mutations différentes et ça peut aller de fabrication d'un peu de chaîne bêta normale jusqu'à 20%. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent avoir un peu d'hémoglobine A normale. Un patient SS, est-ce qu'il va fabriquer de l'hémoglobine A? Non, il va avoir 0% d'hémoglobine A. Un SC, il va avoir moitié de S, moitié de C. Un S-bêta-0-tal, il va avoir du S. Il arrive que le fœtal soit plus stimulé chez eux. Mais sinon, il n'y a que les S-bêta+tal qui peuvent avoir un peu d'hémoglobine A. Sinon, si vous trouvez de l'hémoglobine A sur une électrophorèse d'hémoglobine, c'est qu'il a été transfusé. Le SC, le C, ça correspond à quoi déjà? Alors, S, c'est la mutation drépanocytaire et le C, c'est en fait une autre mutation qui est monogénique aussi. C'est une acide glutamique qui est remplacée par une lysine et ça déshydrate en fait les globules rouges. C'est pour ça que les SC, ils vont être symptomatiques alors que les AS, par exemple, on les appelle même pas drépanocytaires, ils sont porteurs sains. Ils ne sont pas anémiques, les AS. Ça, vous allez en avoir beaucoup en consultation, par exemple, d'anesthésie. Les AS, normalement, il n'y a rien de particulier à prévoir, sauf que s'ils sont très hypoxiques, ils peuvent faire des complications d'infarctus thorax et des nécroses papillaires. Donc ça à prendre en compte. Alors, après, voilà, là, vous avez la courbe d'hémoglobine des patients. En moyenne, ils ont entre 8 à 10, les SS. Mais vous voyez, il y en a qui sont à 5 grammes d'hémoglobine, d'autres qui sont à 12 grammes d'hémoglobine. Et en fait, il y a un équilibre entre la destruction et de production qui va se faire chez chaque patient est différent. Et donc, on parle de son hémoglobine de base, en dehors de toute complication. Et c'est probablement évolutif dans le temps en fonction de l'atteinte rénale, etc.
Donc, c'est très important pour nous, quand on fait une numération, d'avoir des réticulocytes. Sinon, on ne peut pas interpréter, en fait. Au cours du temps, il y a eu beaucoup d'avancées sur la prise en charge des patients drépanocytaires. Vous voyez que c'est une des maladies génétiques qui a été très tôt diagnostiquée. Le diagnostic prénatal a été proposé en 1981. Depuis qu'on a mis les antibiothérapies prophylaxiques chez l'enfant, la mortalité infantile est quasiment inexistante par des sepsis, parce qu'en fait, la rate se détruit très tôt et après, ils sont sujets à faire des infections graves chez l'enfant, en fait, avec le pneumocoque méningocoque. En 95, il y a eu le traitement par hydroxyurée qui a été introduit, qui diminue la mortalité. Et puis en 97, les programmes d'échange transfusionnel pour les vasculopathies cérébrales. Donc, la gap qui existe encore entre l'espérance de vie des patients, ça c'est chez les Américains, donc c'est déjà, ils ont beaucoup d'autres problèmes que les patients, la population européenne. Et puis, les patients drépanocytaires restent quand même assez importants. Et ça, c'est dû plutôt des atteintes d'organes chroniques. Et comme notre population est de plus en plus âgée, on a des patients de 70 ans, 80 ans maintenant, donc en fait, ces atteintes chroniques sont de plus en plus présentes et donc vous allez être confronté à ça aussi. Quelle est la prise en charge d'une crise? Donc, d'une complication, c'est tout d'abord donc l'hydratation. Dès que vous mettez un patient à jeun, il faut qu'il soit correctement hydraté. L'oxygénothérapie, réchauffement, surtout rassurer les patients parce qu'ils en ont vu d'autres autour d'eux qui sont partis au moment d'une crise simple. Et puis les antalgiques. L'antalgique, effectivement, l'Acupan, les AINS, les paliers 2, quand ils arrivent aux urgences, ne servent pas à grand-chose. J'ai déjà pris tout ça à la maison. Donc, il faut absolument titrer les patients par des morphiniques et par voie intraveineuse très rapidement. Donc, on a des protocoles ici, donc ils sont pris en charge très rapidement. En péros, dès qu'ils arrivent, le temps de trouver une voie, puis une titration de morphine. Alors, comme on sait qu'aux urgences, ça ne marche pas en termes de personnel, ils ne peuvent pas être à côté d'un patient pour faire une titration. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur met une dose de 10 mg, non, 1 mg par 10 kg, puis on leur installe tout de suite la PCA, 3 mg toutes les 10 minutes. Donc, en fait, ils font une autotitration eux-mêmes. Puis, en fait, souvent, ils ont déjà souffert à la maison. Donc, une fois qu'ils sont soulagés, ils s'endorment. Et il faut savoir que les patients drépanocytaires, ils ont une DFG très élevée. Donc, ils éliminent très rapidement les choses. En plus de ça, concernant la morphine, vous avez les métaboliseurs rapides et lentes, ça. Donc, tout ça, ça intervient. Il y a des travaux qui sont en cours actuellement chez les patients drépanocytaires, en fait, des projets plutôt. Et donc, on va voir cette différence. Mais le patient va se réveiller, il va dire j'ai mal, et en fait, on lui dit mais vous avez votre PCA, vous avez qu'à faire, et en fait, il va avoir du mal à arriver dans cette région dans la zone d'analgésie. Donc, parfois, il faut recommencer par une titration alors qu'ils ont la PCA avec eux, c'est-à-dire faire 1 ou 2 doses supplémentaires. Donc, on utilise le Droléptan dans la PCA pour diminuer les vomissements, et le Nubin en cas de prurite, 1/10 de dose. En fait, ça enlève le prurite à la morphine quand vous le mettez dans la PCA. Ça, c'est les recettes de grand-mère. Alors, après, parmi les complications qu'on craint en fait chez les patients drépanocytaires, la première en post-opératoire, c'est le syndrome thoracique aigu. C'est un syndrome, donc il ne parle pas du mécanisme survenu. Et donc, c'est une douleur thoracique, une image radiologique, une anomalie auscultatoire. C'est souvent accompagné d'un dyspnée, de fièvre. Voilà. Il y a une hyperleucocytose, ça peut monter jusqu'à 30 000 de globules blancs. Il y a de la fièvre, il y a une image pulmonaire. En fait, ça ressemble énormément à une pneumopathie. C'est la première cause de mortalité chez l'adulte jeune. Il y a, donc là, on avait fait des études pour voir quels étaient les mécanismes. Donc, c'est souvent l'hypoventilation. Dès qu'ils ont une chirurgie, par exemple, abdominale, ils vont se mettre en syndrome thoracique secondaire. Ça peut être des problèmes infectieux, mais c'est surtout chez l'enfant, mais on est obligé de les couvrir par des antibiotiques.
Dans 17% des cas, on a trouvé des thromboses pulmonaires in situ sur les scanners. Et sur les crachats, on avait fait d'autres études qui montraient en fait qu'il s'agit des emboles casseuses. Et en fait, souvent, c'est un mélange de tout. Vous ne pouvez pas dire, voilà, là, c'est une infection, là, c'est une vaso-occlusion ou pas. Donc, on est obligé de traiter un peu l'ensemble. Ça, on avait analysé 108 syndromes thoraciques aigus et on avait regardé, bon, ils ont souvent de la fièvre, des douleurs sont souvent présentes. Ça peut être bilatéral ou unilatéral. Dans 50% des cas, il y a un épanchement pleural. 46% sont échangés ou transfusés. Dans 25% des cas, ils passent en réanimation et il y a 5% de décès. Donc, comme je vous ai dit, il y avait 17% de thrombose pulmonaire. Et quand on regarde les ST et SPTA plus thalassémiques sont beaucoup surreprésentés en fait parmi ces patients-là. Et après, on a essayé pour ne pas faire d'angioscan à tout le monde parce que parfois, ils avaient 3-4 angioscans par an. Donc, on a essayé de trouver des facteurs de risque de thrombose. Donc, ça, c'est des travaux qui ont été faits en réanimation médicale sur les syndromes thoraciques aigus. Armand Lecomte de Sable a fait énormément de travaux là-dessus. Donc, dès que l'hémoglobine est un peu élevée, les plaquettes élevées, bon, ça ne trie pas très bien les patients, mais ça donne quand même des arguments en faveur, des arguments supplémentaires pour aller faire un angioscan. Le traitement, c'est le traitement d'une crise. Et après, si besoin, un échange transfusionnel s'il y a des signes de gravité ou un support ventilatoire qui est donc la spécialité de réanimateur, donc je ne vais pas développer ici. Les manifestations rénales, donc c'est surtout la protéinurie, syndrome néphrotique, puis insuffisance rénale chronique. Ils ont souvent une hypertension artérielle, une acidose métabolique. Et puis, lors des complications, si vous ne faites pas attention, vous pouvez passer à côté d'une insuffisance rénale aiguë. Ils ont des créates à 30-40, vous voyez, et quand ils sont à 70, ils ont déjà doublé leur créate. Ils sont toujours dans les normes, on ne les regarde pas. Regardez toujours les deltas, vous allez être surpris. Les atteintes cardiaques, vous voyez là, il y a 35% de dilatation de VG, 75% de dilatation d'OG, des hyperdébits très importantes. Ce qu'on craint, c'est les HTAP en fait. Dès qu'il y a une HTAP, là, vous pouvez être sûr qu'il y a une atteinte sous-jacente. Et quand il y a des dilatations assez importantes, donc après, c'est surtout les troubles de rythme cardiaque qu'on craint. Donc, les facteurs de risque qui ont été, alors j'ai pas mis les références, c'est le papier de Thibaudet. Il y a d'autres papiers qui sont en train de sortir par Thomas Dumière. Je peux vous mettre les références pour que vous regardiez, parce que ça peut être intéressant au préopératoire. C'est dès que la fraction d'éjection diminue et dès qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, il faudrait être plus vigilant. Les accidents vasculaires cérébraux sont fréquentes. En fait, dans l'enfance, vous avez l'atteinte des macrovaisseaux. Ils ont des sténoses, des occlusions des vaisseaux. Vers 30 ans, en fait, ils ont des atteintes, des accidents hémorragiques sur des anévrismes. Ils ont des anévrismes multiples, souvent. Et puis, plus tard, c'est des atteintes des AVC, en fait, des microvaisseaux, plutôt, en fait, cardio-emboliques, probablement. Les priapismes, c'est une autre complication fréquente. Ça touche 42% des hommes. Ça commence souvent par des priapismes intermittentes puis aigus. Et donc, ils peuvent être amenés à être opérés, drainés ou avoir des shunts. Le traitement en premier lieu, c'est l'effortil. C'est une urgence parce que ça provoque en fait des impuissances chez des jeunes gens. Au bout de 1h30, en fait, 1 heure, on risque d'avoir des fibroses des corps caverneux. Alors, la plupart des patients subissent des interventions orthopédiques. Donc, ici, c'est surtout la ponction réinjection de moelle qu'on fait ou les prothèses totales de hanches, de genoux, d'épaules. Les césariennes et péridurales, bon, ça ne concerne pas chez nous parce qu'on n'a pas de maternité, mais c'est surtout au chic. Les cholécystectomies. Choléctomie, c'est rare parce qu'à l'âge adulte, la plupart, ils n'ont plus de rate fonctionnelle. C'est ceux qui sont peu symptomatiques, en fait, qui ont gardé la rate. Ah, il s'en va tout seul.
Et donc, la question qui se pose, c'est quelle prise en charge? Quand est-ce qu'il faut prévoir un échange transfusionnel ou pas? Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir quel est l'acte chirurgical, quel est le type d'intervention, la durée, le degré d'urgence, les risques hémorragiques et en fonction de ça, et quelles sont vraiment les possibilités transfusionnelles d'un patient drépanocytaire. Et en fonction de ça, on peut décider quoi proposer. Et je pense que c'est important de le faire de façon un peu concertée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est surtout sur le plan transfusionnel que ça pose problème. Alors, dans les recommandations du centre de référence en 2015, qui sont en train d'être révisées actuellement, ça va paraître, je pense, en 2025, là, 10 ans après, la plupart des indications n'ont pas changé. En fait, dans les chirurgies lourdes, thoracotomie, intervention, transplantation, tout ça, il faut descendre l'hémoglobine S en dessous de 30%. Pour le descendre, pour un adulte, vous êtes obligé de faire un échange transfusionnel entre 6 à 8 kilos. D'accord? En dessous, vous n'avez pas moins de 30% de S. Il y a des interventions qu'on a jugées pas assez à risque. Donc, vous voyez, c'est des petites chirurgies, les ponctions réinjections, tout ça, mais il faut que ça soit vraiment bien encadré, c'est-à-dire que le patient soit bien perfusé, bien hydraté avant, bien oxygéné avant. S'ils sont trop hauts en hémoglobine, les saigner. Voilà, mais on n'a pas besoin forcément de l'encadrer par un échange transfusionnel. Et puis, c'est tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire cholécystectomie avec antécédent de syndrome thoracique aigu, des IVG, les chirurgies ophtalmiques. Donc, on ne sait pas et on décide au cas par cas si on fait un échange de 2 ou 3 kilos selon les possibilités transfusionnelles et les antécédents du patient. Donc, tout ça, pourquoi? Pour éviter les accidents vasoclusifs, notamment les syndromes thoraciques aigus. Bon, les problèmes d'hémorragie, si l'anémie est vraiment très importante et vous ne pouvez pas l'endormir. Et puis les complications thromboemboliques. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous savez ce que vous transfusez? Quand vous faites une demande de culot, qu'est-ce que vous regardez? Groupe sanguin, c'est tout? Les RAI. Les RAI, d'accord. Les RAI, vous savez que c'est quelque chose qui est très fluctuant. Vous avez des anticorps qui viennent et qui disparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme culot? Et compatibilisé. Compatibilisé en quoi? Faut au moins Jésus, Kel, et peut-être d'autres. Chez les patients drépanocytaires, pour tout le monde, quand vous demandez, vous avez le ABO et Rhésus. Et quel, bien sûr. Après, pour les patients drépanocytaires, on demande à ce que déjà leur groupe sanguin phénotypé étendu soit connu. Normalement, nous, on s'en occupe. Mais il y en a qui n'ont pas quand même, qui ont passé par ADFIL. Donc, il faut que ça, vous vérifiez si ça a été fait ou pas. Après, ils font du phénotypé Rhésus-Quel et ils compatibilisent. Pourquoi? Parce que les groupes sanguins des patients d'origine afro-entier sont très différents des donneurs caucasiens. Et les panels des RAI qu'on a, ils ne correspondent pas à tous les anticorps. Ils ne peuvent pas détecter les anticorps. Donc, s'ils ont eu des RAI positifs ou s'ils ont des anticorps privés, ils ne vont pas être détectés forcément sur leur panel. D'accord? Donc, on compatibilise le sang du patient avec les culots pour être sûr qu'il n'y a pas un anticorps présent qui le rend incompatible. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Après, vous avez les RAI, si un patient est aluminisé, que l'anticorps est parti et qui a disparu, en fait, vous ne le voyez pas. Si le patient a été transfusé, il a sorti un anticorps, l'anticorps est évanescent. Vous faites des RAI, il est négatif. Vous dites, bon, je le transfuse. Si le FS n'est pas au courant de cet anticorps en plus, vous allez provoquer un accident. Enfin, vous, je dis vous, on va provoquer. Donc, c'est très important de récupérer les antécédents transfusionnels des patients. Alors maintenant, à l'EFS, les dossiers sont communicants. Ils peuvent savoir, mais il faut donner l'information qu'elle a été transfusée ailleurs, qu'elle n'a pas changé de nom, qu'elle n'a pas rajouté un prénom, etc. Donc, l'identité-vigilance est vraiment très importante et le fait de savoir est-ce qu'ils ont été transfusés ou pas. Donc, ça, c'est le premier élément.
Donc, le logique thérapeutique transfusionnelle, c'est soit pour prévenir un risque vaso-occlusif, ce qui va être le cas, par exemple, dans les chirurgies en préopératoire, soit vous avez une complication grave, il faut interrompre le processus vaso-occlusif, soit c'est en prévention d'une récidive, par exemple, dans les accidents vasculaires cérébraux. Donc, toutes les recommandations qu'on donne ça ne tient pas compte pour un patient qui a un antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle. Dès que vous voyez hémolyse post-transfusionnelle, DHTR, le patient n'est pas transfusable, d'accord? Sauf en cas d'urgence vitale. Et ça doit être absolument discuté au cas par cas. On a des RCP transfusionnels pour ça, pour dire comment on le prépare à la chirurgie. Donc, les patients, il y en a vraiment beaucoup qui ont cet antécédent-là. Et quand ils sont vus en consultation d'anesthésie, parfois, on ne remarque pas ça. On ne pose pas cette question-là. Il est programmé. Le chirurgien, de toute façon, il regarde pas ce problématique. Il se fie aux anesthésistes. Et on se retrouve avec un patient programmé qu'on va déprogrammer. Ça va chambouler tout parce que, en fait, cet antécédent n'a pas été relevé. Tous les drépanocytaires sont systématiquement compatibilisés. Ce n'est pas que phénotypé. Non. Ils C'est sont phénotypé. systématiquement compatibilisés. Oui. Et phénotypé qu'en résusquel, hein, c'est pas plus que ça. Et je vais vous en parler. Et juste une question. Oui. Compatibiliser, ça veut dire quoi en pratique? C'est-à-dire, on met le sang et les culots ensemble et on regarde s'ils coagulent ou pas. C'est juste une vérification. On va Mais ça, c'est au laboratoire, ils font un petit peu plus. Ils ne traitent pas le culot avec Non. je ne sais quoi. Ils regardent les sous-groupes qu'on ne regarde pas d'habitude. Enfin, c'est les antigènes privés plutôt, je veux dire. Oui. Et donc, du coup, si on les compatibilise à chaque fois, pourquoi on fait les rails si en plus enfin, les rails, ça nous apporte quoi comme information si c'est compatibilisé systématiquement? Bah, les rails, tu peux ne pas avoir l'anticorps là. Oui, mais du coup, on va le compatibiliser de manière automatique. Non, si quelqu'un a un anticorps, Mhm. un anticorps un jour, anticorps toujours. Ok. Tu vas le stimuler. C'est-à-dire que si tu as un anticorps, par exemple un DUFIA, et que tu passes tes culots DUFIA plus au patient, bah, il va faire une hémolyse, mais 7 jours après, le temps que les plasmocytes refabriquent l'anticorps. Bon. Donc, dès que tu détectes des anticorps, c'est pour ça que les antécédents sont très importants. Si tu as des anticorps hémolysants qui sont connus, il faut en tenir compte, même si tes RAI sont négatifs. Par exemple, les JKB, ça disparaît tout le temps. Et si tu l'as effectivement sur la compatibilité, tu vas le voir, ça va pas marcher. Mais s'il a disparu, ça va enfin, ton culot va être bon, tu vas le faire et il va faire un accident 5 jours après. Et quand en urgence vitale, avec le ONEG, il peut quand même faire un accident plus tard. Bah oui, parce que t'as plein d'autres. Alors, je vais vous en parler, je reviens dessus hein, après. Donc, l'échange transfusionnel, ça peut se faire en manuel ou sur machine. Donc, on a la chance d'avoir la Phares sur Mondor, mais pas en urgence. Donc, on peut programmer on peut faire un échange de 6 à 8 kilos en 2 heures sur machine. En manuel, vous êtes obligé de faire 2 kilos par 2 kilos, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et vous devez faire des saignées et transfusions. Donc, on a des tubulures rigides pour que ça ne se collabe pas quand on saigne. Et c'est des flacons qui sont aspiratifs. Donc, parce que ça peut parfois pas couler du fait que la viscosité du sang des drépanocytaires, malgré l'anémie, est très élevée. Donc, on a fait des abacs pour dire quelle saignée, quelle transfusion à prévoir. Et puis, j'attire votre attention sur le fait que la viscosité de sang, quand il augmente, le transport d'oxygène diminue. Donc, on n'a pas intérêt à monter trop la viscosité du sang. Et on dit pour les drépanocytaires, il ne faut jamais qu'il soit au-delà de 10, 5, 11. Sinon, ils risquent de faire des AVC. Bon, il est animé, mon diapo. Alors, pourquoi je vous parle de ces accidents transfusionnels? Parce qu'on a fait des travaux sur ces hémolyses post-transfusionnelles et on a montré que dans 31% des cas, les hémolyses survenaient en post-chirurgie. Et à cette époque-là, on transfusait beaucoup les patients parce qu'on avait les indications et puis on les appliquait. Vous voyez, donc il y a beaucoup en post-op de PTH ou cholécystectomie qu'on avait et grossesse aussi. Parce que c'était pareil, on était dogmatique, on disait voilà, toutes les grossesses à partir de 22 semaines, on les échange. Alors, ces accidents,
c'est quoi? C'est vous voyez, vous avez été transfusé par exemple ici, vous avez sorti un anticorps qui disparaît. Si on ne fait pas en fait les RAI de contrôle, on peut passer à côté de ces anticorps et ne pas les connaître du tout. C'est pour ça que c'est toujours important de le faire 6 semaines, 4 à 6 semaines après des RAI. Cet RAI, le patient se présente ici, il a des RAI négatifs. Donc vous vous dites, je peux très bien le transfuser. Et donc, vous le transfusez et il va faire 7 jours après une hémolyse post-transfusionnelle qui peut aller d'une absence de rendement transfusionnel qu'on peut mesurer chez les patients drépanocytaires avec l'hémoglobine A. Si vous transfusez quelqu'un, c'est des globules rouges normaux. Donc, la durée de vie, 120 jours. On va dire, il y en a la moitié qui sont très jeunes, d'autres qui sont très vieux. Donc, au moins 60 jours, 2 mois. Vous devez avoir la traçabilité. D'accord? Si au bout d'un mois, vous avez 0% d'hémoglobine A, c'est que tout a été cassé. Et parfois, les patients ne font rien et parfois, ils font une défaillance multiviscérale et décèdent. Donc, quelle est la fréquence? Donc, sur les études qu'on a fait à Mondor, on a trouvé 4,7% d'hémolyse post-transfusionnelle avec 6% de mortalité sur les transfusions. Dans 70% des cas, on trouve un allo-anticorps. Dans 30% des cas, on ne trouve pas l'allo-anticorps. Probablement parce qu'on ne sait pas le trouver aussi. D'accord? Parce que c'est peut-être des anticorps privés et on n'a pas la possibilité de le trouver. Dans ces études-là, il n'y a pas eu d'études systématiques au Centre national des groupes rares. Alors qu'ils ont été transfusés. Mais compatibilisés, c'est ce que je vous dis, vous vous rassurez pour rien. C'est vraiment, je vais vous donner l'algorithme décisionnel transfusionnel. Personne ne peut savoir qui va réagir et qui ne va pas réagir. En fait, parce que je fais vraiment un cours, c'est comme un peu l'allergie, vous voyez, il y a quelqu'un qui va réagir, il y a des patients qui sont hauts répondeurs et d'autres qui sont bas répondeurs et qui vont jamais réagir, même si vous ne tenez pas compte des sous-groupes. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de groupes sanguins derrière le ABO et Rhésus. Hein. Ce qui nous intéresse et ce qui est le plus immunogène, c'est les S, le DUFI-A et les JKB. Donc, nos donneurs, ils sont positifs pour tout ça et nos receveurs, ils sont négatifs. Donc ça, c'est une étude que le professeur Pirenne à l'EFS avait fait. Ils avaient regardé en fait qu'est-ce qu'ils recevaient les patients quand ils étaient DUFI-A- ou JKB- ou grand S-. Et en fait, dans 55% jusqu'à 90% des cas, ils recevaient du incompatible. C'est pas, ça veut dire qu'on ne peut pas respecter le phénotype des patients. Quand vous êtes caucasien, vous allez avoir le même profil, donc ça ne pose pas de problème. Mais quand vous êtes afro-antillais, en fait, ça peut poser problème. Donc la compatibilisation, je ne sais pas si je réponds du coup à votre question, si c'est plus clair ou pas, va dire, est-ce qu'il y a un anticorps là tout de suite qui va agir ou pas, en fait, c'est tout. Donc, ces hémolyses commencent, par exemple, ça, c'est une patiente qui a été opérée, elle a reçu 2 kilos et en post-op, vous voyez, il descend jusqu'à 3,9 g d'hémoglobine. Et quand vous faites l'hémoglobine A, en post-op, elle a effectivement 27% et en 13 jours, elle a 0% d'hémoglobine A. Et après, bah, ça remonte. Et il faut ne pas transfuser dans ce contexte-là, donc c'est compliqué. Donc, on a ce nomogramme de mécompte de SAP, le Armand. On l'a fait en fait avec les patients qui étaient en programme transfusionnel, ceux qui étaient en réa et ceux qui ont fait des DHTR. Et effectivement, il y a 3 zones. Il vous faut l'électrophorèse d'hémoglobine en post-transfusionnel dans les 48 heures. Et après, si le patient revient, on le refait et ça va nous mettre les zones est-ce qu'il y a un risque ou pas. Voilà, vous le voyez ici. Les hémolyses post-transfusionnelles, ça disparaît dans les 15 jours, l'hémoglobine A, dans les hémolyses à bas bruit en 1 mois. Et quand on n'a pas de problème, en fait, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Vous avez encore 8% d'hémoglobine A. Et les zones, c'est ça. DHTR aigu, c'est là. À bas bruit, c'est dans la rose.
et pas de problème, c'est dans le plan. Et le dosage de l'hémoglobine A, ça se fait en routine. Chez nous, oui. Mais nous, si on veut le prescrire, Électrophorèse d'hémoglobine. et les résultats, ils apparaissent. Normalement, si en semaine, vous l'avez le jour même. Ok. C'est assez rapide ici. Dans les autres hôpitaux, ça pose problème, effectivement. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait parce que souvent on reçoit les patients, en fait, il n'y a pas eu d'hémoglobine A de fait en post-opératoire. Donc j'avais évalué en fonction du hémoglobine et ça confirme aussi que les ABAC, ils ne sont pas si mauvais que ça. Vous voyez, l'hémoglobine pré-transfusionnelle est à peu près à 6. Voilà, ça c'est les hémoglobines. Avec les ABAC, on ramène tout le monde aux alentours de 9, ce qui est pas mal. Et le rendement est meilleur quand votre hémoglobine est très bas, vous voyez 23%, et quand vous êtes très haut, vous faites moins d'échanges, en fait, vous êtes à 19. Donc, ce qui ramène à peu près à 10%, 10-11% par kilo d'hémoglobine A. C'est clair? Donc, il y a eu d'autres études pour dire finalement qui est à risque, qui n'est pas à risque. C'est ça qui nous intéressait pour voir qui on peut transfuser, qui on ne peut pas transfuser. Là, c'est une étude qui a été faite chez 900 patients transfusés à Mondor. Et les facteurs de risque de DHTR qui sortent, c'est la présence d'une alloimmunisation, le fait qu'il était peu transfusé et antécédent de DHTR. Cependant, l'antécédent de DHTR ne sort pas assez pour moi parce que déjà à cette époque-là, nous, on ne transfusait pas les hémolyses post-transfusionnelles. Donc, le score ne correspond pas trop. Une autre étude de Aline Flock récemment a montré en fait que quand on veut sortir un anticorps, on le sort dans les 20 premiers kilos. Donc, le statut haut répondeur, bas répondeur, ce qui revient au même sur l'autre score, on dit peu transfuser, c'est un risque, mais ce n'est pas un risque en soi, c'est parce qu'on ne sait pas comment il va répondre. Il y a la moitié qui vont pas poser problème, vous voyez. Donc, ce statut-là, on peut le savoir à partir de 20 kilos. Donc, comment on peut décider est-ce qu'on peut transfuser le patient ou pas? Donc, je pense que c'est important de appeler l'EFS pour avoir le nombre de kilos reçus dans la vie. Est-ce qu'il a reçu 20 kilos ou pas? Est-ce qu'il a sorti un anticorps ou pas? Et est-ce qu'il a eu déjà un antécédent de DHTR? Parce que ça, nous, on le signale et on demande à ce qu'il soit notifié dans le dossier. Il arrive que vous demandiez des culots, par exemple, au bloc, et on m'appelle pour bloquer ça, vous voyez. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'informations auprès de tous les professionnels par rapport au risque. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle stratégie transfusionnelle que j'avais proposée, en fait, l'année dernière pour les femmes enceintes au congrès de l'ASH aux États-Unis. Donc, c'était de modifier ce score, mettre à 20 kilos, en fait, le score de risque. L'alloimmunisation, je n'avais rien changé, mais vous voyez que comme on a des patientes qui sont n'importe comment transfusées parfois au pays, ils peuvent sortir des antirésus, bon, ça a moins de problèmes. Et puis, surtout, les antécédents de DHTR, on l'a mis à 8. Donc, si vous avez un score de moins de 8, qu'il soit alloimmunisé ou pas, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'antécédent de DHTR. Ça pose pas tellement de problèmes. Vous pouvez suivre les indications habituelles. Si vous avez un score de plus de 8, ça veut dire qu'il a un antécédent de DHTR. Là, il ne faut pas le transfuser. Ou si l'indication est formelle pour la transfusion, il faut le préparer par une immunothérapie, par rituximab. Et alors, les patients qui ont un score égal à 8, ils sont à risque d'hémolyse post-transfusionnelle. Ça veut dire qu'ils sont peu transfusés, mais qui n'ont pas fait de hémolyse post-transfusionnelle. Là, on décide au cas par cas en fonction de l'intervention ou de complications. On demande des culots phénotypés étendus, c'est ce qu'ils n'ont pas. Et on fait un rendement transfusionnel une fois par semaine jusqu'à 1 mois pour voir comment ils ont réagi. On a fait 60 patients qui avaient des antécédents de DHTR avec des anticorps connus. On leur a fait du rituximab dans des situations aiguës ou en pré-chirurgie. 35
35 ont été retransfusés. Et on a pris un groupe historique de patients qui a été transfusé, qui avait aussi des antécédents de DHTR, sans rituximab. Donc, 25 transfusions contre 35. Et on voit qu'on réduit énormément le risque d'hémolyse post-transfusionnelle quand on utilise le rituximab. Ceci dit, vous voyez, les hémolyses à bas bruit restent quand même là, mais ils sont moins dangereux. C'est pas une complication infectieuse? Parce que rituximab. Alors, c'est ce papier-là, ils font des complications. Alors, si, ils en font, mais pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Mais ils sont plus documentés parce qu'on les surveille aussi. Mais en nombre en fait, des patients qui sont fébriles et qui ont reçu d'antibiothérapie dans les deux groupes séparés. Donc, juste notre attitude a changé depuis à peu près 2013. On avait 6 décès pour hémolyse post-transfusionnelle. Et vous voyez, le nombre de DHTR a vraiment drastiquement diminué depuis qu'on fait cette stratégie transfusionnelle, qu'on l'applique. Et en 2020-2021, au moment du Covid, ça a un peu changé parce que vous savez que les corticoïdes sont très dangereux chez les patients drépanocytaires. Et donc, on est obligé de les utiliser sous couvert transfusionnel ou même parfois, ils étaient tellement graves qu'on était obligé, à cause de l'hypoxie, de les transfuser. Donc là, ça a augmenté un peu nos hémolyses post-transfusionnelles. Ça donne des défaillances multiviscérales. Ça peut être vraiment très grave. Probablement la démarginalisation des globules blancs. Mais on n'est pas sûr. C'est une contre-indication formelle au corticoïde. Pas formelle, mais en tout cas, il faut un support transfusionnel sinon. Par exemple, on ne l'utilise pas pour maturer les femmes enceintes, enfin les bébés. Il n'y a pas le même problème avec les AINS. Les AINS, on n'aime pas trop l'utiliser pour le rein, exactement. Alors, chez les enfants, ils l'utilisent très fréquemment. Pour les CVO? Pour les CVO, nous, on l'a utilisé, mais alors je ne vous ai pas mis tout, mais on a fait une étude contre placebo en double aveugle et il n'y avait pas de bénéfice spécifique. Par contre, ça nous arrive de l'utiliser sur des douleurs segmentaires au cas par cas. Il y a des patientes qui répondent très bien aux anti-inflammatoires, mais il faut vraiment, on le fait au cas par cas. C'est plus systématique aux urgences. 2 mots sur l'hydroxyurée, parce que beaucoup de patients, maintenant, ils ont ce traitement-là qui diminue la mortalité, les crises. Ça agit, vous voyez, sur toutes les différentes mécanismes de la drépanocytose. Ça diminue l'adhérence, ça diminue le nombre de cellules denses, ça diminue les plaquettes et ça augmente la fabrication d'hémoglobine fœtale. Il y en a qui montent jusqu'à 40% d'hémoglobine fœtale et ça empêche en fait la polymérisation parce qu'il n'a pas de site de polymère, l'hémoglobine fœtale. Et donc, en préopératoire, ça nous arrive de l'introduire pour encadrer l'intervention, pour ne pas avoir recours aux transfusions. Alors, l'intérêt de l'EPO, ça peut être quoi? L'épargne transfusionnelle. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'autotransfusion? Non. Ça remet des... Non, déjà, on peut pas garder, on peut pas filtrer en fait le sang d'un patient drépanocytaire, on peut pas le garder. Les AS, déjà, ça bouche les filtres au moment du don. Donc, ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on dit de ne pas utiliser les cell savers au bloc. Hein. Normalement, on ne doit pas l'utiliser pour un patient drépanocytaire parce que sinon, vous envoyez des cailloux en fait dans la circulation. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, l'EPO, donc vous allez fabriquer des globules rouges drépanocytaires et vous faites cracher en fait des réticulocytes qui sont très adhérents. Donc, il faut l'utiliser que si c'est vraiment nécessaire. Donc, chez les insuffisants rénaux, on est obligé de les utiliser, mais on le fait souvent en association avec l'ACHU. Donc, il y a une synergie. Et puis, chez les patients qui deviennent anémiques qu'on ne peut pas transfuser, effectivement aussi. Mais il faut surveiller vraiment l'hémoglobine pour qu'il ne remonte pas trop. Donc, la chirurgie est une période à risque. Il faut le prévoir dans des centres qui ont la réanimation, des référents, un centre de transfusion. Donc, nous, en général, on n'envoie pas les patients dans les cliniques ou dans les hôpitaux non habitués. Il faut le prévoir à distance d'une complication aiguë.
Ne pas oublier de faire effectivement le bilan cardiaque, c'est important. Les indications transfusionnelles, alors j'ai un peu beaucoup insisté là-dessus parce que c'est le problème actuel, doivent être posées au cas par cas en fonction du score de risque de DHTR, antécédent du patient, et c'est une décision en concertation avec le centre de référence et l'EFS. Et je pense que là, maintenant, vous avez les atouts pour aussi voir qui pose problème, qui pose pas de problème. Alors, j'ai pas parlé des mesures anesthésiques trop, mais en fait, le réchauffement, l'hydratation, l'oxygène systématique, et puis la kiné en prévention. Ils ont souvent des spiromètres pour faire de l'auto-kiné. Et nous, quand on est prévenu de la chirurgie, c'est souvent trop tard. Donc, peut-être qu'il faut les faire au moment de la consultation d'anesthésie. Voilà, et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ça veut dire que maintenant, un patient qui aura une chirurgie quelconque, vaut mieux que dans les semaines avant la chirurgie, il soit revu par son référent, quoi, systématiquement. Alors, nous, on est incapable de les revoir systématiquement quelques semaines parce que les délais des rendez-vous sont très loin. Par contre, on a mis des circuits en place. Les patients, ils ont des bilans régulièrement quand ils sont vus. Donc, on a mis un circuit, par exemple, en orthopédie. Dès qu'ils voient le chirurgien, ils nous préviennent pour qu'on en discute au staff. D'accord? Les anesthésistes, ils ont pris aussi cette mesure de nous envoyer des mails ou les courriers, ça ne marche pas. En général, c'est les mails pour qu'on en discute pour voir. Et une fois qu'on a donné l'accord, ils vont le programmer parce qu'on a eu tellement de déprogrammation que ça perturbe. Ici à Mondor, souvent il a eu une consultation à l'UMGG assez récemment. Oui. Est-ce que c'est un hasard, c'est de la chance ou je ne sais pas. Et souvent, ils ont déjà un échange transfusionnel prévu une semaine ou deux avant la chirurgie. C'est qu'on a été prévenu en fait de la chirurgie et on a pu prévoir ça. Il y a beaucoup de patients, en fait, le nombre de transfusions qu'on prévoit, ça a beaucoup diminué. Donc, ça dépendra des complications. Par exemple, pour les cholécystectomies, on fait quasiment plus d'échanges transfusionnels. Quand l'échange est indiqué, vous le faites dans quel délai en préopératoire? Alors, historiquement, en fait, les échanges étaient faits au bloc. Ici. Par exemple, pour les PTH, les patients étaient transfusés de 2 kilos au bloc parce que ça saignait. Maintenant, ça saigne moins. Donc, ça saigne moins. Donc, souvent, soit on le fait en post-op, soit on pense que c'est vraiment grave, on le prévoit dans les 48 heures ou la semaine d'avant, en fonction des places. Sachant que les délais de nos échanges, enfin des rendez-vous, c'est à peu près un mois et demi maintenant en hôpital de jour. On n'a pas assez de place. Donc, ça arrive qu'on demande en fait en salle de l'échanger ou au bloc de faire la saignée transfusion. D'un point de vue technique, nous, on pose pas mal les abords vasculaires aux drépanoes en salle de réveil. Pour les saignées et les échanges transfusionnels, Oui. ça peut se faire sur une VVP standard de bon moyen calibre. Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre un cathé central. En général, quand on vous demande un cathé central, c'est que les VVP, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que le problème, c'est le reflux parce qu'on fait des saignées dessus. S'il n'y a pas de saignée possible, je pense que ça peut se revoir. Le problème, c'est que parfois, on demande un cathé et en fait, il y a un VVP qui est posé, mais qui ne donne rien. Donc, je pense qu'il faudrait… Ça dépend peut-être de l'endroit. On a un bon reflux sur le VVP, mais… Les cafés vont dans une basilique. Voilà, ça, c'est possible. On a eu beaucoup de problèmes aussi avec les Medline et Pickline parce que ça thrombose. Ça se bouge, ça s'infecte. On n'a que des 3 frites aussi. Parce qu'on a des petits calibres ça existe des plus gros. Oui, mais en fait, nos patients, ils ne vont pas le garder. Donc après, effectivement, si c'est pour une journée, on peut. Mais une voie, ça doit suffire. Ce qui partent. D'ailleurs, par exemple, pour faire des échanges sur machine, il nous faut des cathéters de dialyse, double voie. Ça, c'est assez agressif pour mettre ça tous les mois, quoi. Donc, on essaie de faire des fistules ou des vortex pour ça, mais ça prend du temps. Les patients qu'on voit justement au réveil pour les aphérèses,
C'est quoi les indications la plupart du temps? C'est hors chirurgie, ils en ont Alors, dans soit c'est des vasculopathies cérébraux, soit c'est parce qu'ils ont fait une complication aiguë, soit c'est en pré-greffe. Je ne pouvais pas tout vous mettre là en une fois, mais les greffes, donc quand on fait des greffes de cellules souches, on a commencé à faire beaucoup enfin, on fait les typages HLA et on a beaucoup de patients qui partent en greffe. L'année dernière, je pense qu'on a 22 patients à peu près qui ont été greffés. Donc, ils ont un programme d'échange assez intensif 3 mois avant. S'ils n'ont pas de voix, on ne va pas leur faire une fistule ou mettre un vortex pour ça, donc ça va être sur cathé de dialyse. Et l'échange, enfin, la greffe, ça marche bien. Ça marche très bien. Ils sont guéris ou ils ont des... Ils sont guéris. Mais il faut passer, il y a un cap Oui. avec au début. Oui, mais c'est 15 jours, quoi, 15 jours, un mois, et en général, ça marche quand même très, très bien. Depuis qu'il y a le conditionnement qui a changé, en fait, on a repris. Parce qu'avant, on avait beaucoup de problèmes de GVH. Avec les conditionnements atténués, on n'a pas de GVH, et donc on a repris. Et les injections de moelle osseuse dans les articulations, c'est pour refaire du cartilage? Non, c'est pour combler, en fait, d'après ce que j'ai compris, alors je ne suis pas orthopédiste, mais ça augmente la pression qui est qui est dans le trou, en fait, d'ostéonécrose. Ok. Et alors, il y a beaucoup de discussions parce qu'il n'y a jamais eu d'études randomisées pour voir est-ce que c'est la réinjection qui est bien ou est-ce qu'un forage simple, ça suffit. Et dans le temps, nous, on faisait il y avait professeur Enelgo avait mis ça au point, donc il prélevait de la moelle, il l'envoyait à l'EFS, c'était concentré, on le récupérait, ils injectaient les cellules osseuses, en fait. Et ça a été enlevé. Donc là, ils font du prélèvement, réinjection. Comme il n'y a pas eu d'études vraiment randomisées, ça vaut le coup de le faire pour comprendre est-ce que ça change quelque chose ou pas. Donc, en fonction de orthopédiste avec qui vous parlez, ils ont des convictions différentes. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait l'étude randomisée, on ne pourra pas. Et on a assez de patients pour le faire, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en post-opératoire. Les hémorroïdes post-transfusionnelles retardées, plus précocement, surviennent Dans les 5 à 7 jours. avant 5 jours, c'est pas possible que ce soit ça. C'est rare. En général, c'est 5 jours minimum, même 7 jours. Si infiniment. Je vous en prie. Il y a des questions, il y a beaucoup de choses à faire. On en a pour te paraître. Ça, c'est le transcrit. Ah, il m'enregistre Même si on ne le fait pas, hier, on a fait un cours et ça avait transféré. En fait, le transcrit, on l'enregistre. C'est pas vrai. Ouais, nous on enregistre professeur Habibi, comme ça nous on peut refaire les cours et on va sûrement créer une chaîne YouTube. Est-ce que si on crée la chaîne YouTube, est-ce que vous acceptez que nous on mette, enfin, sachant qu'on peut le mettre que en privé, que pour nous? Que pour vous, d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, c'est Oui, moi, ça ne me gêne pas. public ou privé, comme vous préférez. Public, c'est embêtant, non? Ça s'appelle SAR Mondor. Ouais. On y collige tous les cours que nous faisons sur différents Oui, c'est- thématiques, que ce soit des intervenants extérieurs ou des médecins du service. Et ça fait une base de cours accessibles pour nos internes quand ils vont arriver ou même après. Et la visibilité de cette chaîne est, en gros, on tape le SAR Mondor, on tombe sur la liste des cours. On fasse partie de Mondor ou qu'on ne Ou fasse pas. pas partie. Mais pour des vidéos particulières, on peut mettre en privé et que ce soit pas accessible. Ça m'est égal, hein, vous faites comme vous faites d'habitude. Hein. Merci. Hein? On dit plus de ça. Hein? Très gentil. On dit plus de ça. Ça, ouais. Par contre, comment ça s'appelle? On a un DU de drépano, je ne sais pas si quelqu'un est intéressé. Ah oui, c'est vrai? Il y a un des Vous savez quand même. Ah, franchement, En tout cas, les infirmiers du MGGR étaient
toutes très motivées et pour Pour l'apprentissage de Tout le monde n'a pas été encore. Non. Alors après, il y avait un sujet quand même, ils n'avaient pas accès à un micro-SRAP. Bah si, on Quel a sujet? Là, maintenant, vous en avez un? on en avait, mais en fait, il est enfermé chez un